Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct comme chaque soir pour les témoins d'outre-mer, l'émission qui vous accompagne dans la bonne humeur. Aujourd'hui, dans la grande discussion, nous allons parler du congé paternité. Faut-il l'allonger? Nous écouterons vos témoignages et vos questions postées sur eltom.fr. On ira en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte. Comme chaque soir, Andy viendra mettre son grain de sel tout au long de l'émission. Salut Andy, comment ça va? Ça va très bien Elisabeth, bonsoir à tous. Alors moi je vais vous parler d'une box de naissance qui va en laisser sceptique plus d'un. Quel suspense! Au menu également de la cuisine avec Joanne Dominique. Salut Joanne! Salut Elisabeth, bonsoir à tous. Ce soir je vous régale, je vous propose de redécouvrir une recette incontournable de la street food. Dans la deuxième partie de cette émission, Sébastien Thème nous parle culture. Salut Sébastien! Salut Elisabeth, ce soir on reçoit la chanteuse canadienne Mélissa Lavo. Elle revisite les chansons haïtiennes des années 20 et 30 dans son dernier album Radio Sewell. Et elle sera en live aussi avec nous, donc ne ratez pas ce moment. On retrouvera aussi Matteo Caranta, notre globe-trotteur préféré. Salut Matteo, on part où ce soir? Salut Elisabeth, bonsoir à tous. Eh bien ce soir nous irons en Afrique du Sud avec Soutou Makiwane. Jeune femme courageuse, elle surfe envers et contre tous. Et elle est l'un des personnages principaux d'une série documentaire Arte, Chicks on Boards. On retrouvera aussi Gaël Mallet pour l'Actu Média. Salut Gaël! Bonsoir Elisabeth, ce soir je vous ferai découvrir un programme original de Polynésie La Première qui vous propose d'aller à la rencontre des habitants du Pacifique afin d'apprendre à cuisiner des plantes comestibles longtemps oubliées. Joli menu également. Voilà donc l'ensemble du menu du jour. On est ensemble pour 1 heure d'émission. Les témoins d'outre-mer, c'est parti. Voilà, et on va donc commencer en cuisine, puisque le menu sera riche, n'est-ce pas, aujourd'hui, Joanne? Riche, comment ça va? Équilibré. Équilibré, toujours. Je dis riche parce que je vois une belle grosse patate douce, comme je les aime. Donc, effectivement, donc pour accompagner... non. C'est le poulet du coup croustillant ce soir que je vous propose. Oui. D'accord, mais j'ai vu, sauf que j'ai vu une patate douce et que j'adore ça. Elisabeth. Ah, c'est pas une patate douce? C'est de l'igname, c'est pour ça que vous m'avez perturbé. On y retourne. Donc ce soir, je vous propose un délicieux poulet croustillant. Donc c'est des poulets qu'on peut trouver dans des grandes anciennes, etc. Et effectivement, ils sont un peu décriés parce que ça va être très gras, ça va être très salé. Bon. L'idée, c'est un peu de se dire, il y a quand même pas mal de personnes qui aiment ça, on aime le poulet, on aime cette version un petit peu frite, et du coup, on va essayer de lui donner une autre saveur. Donc, pour pouvoir éviter d'avoir tous ces éléments qui sont un petit peu agréables, l'idée, c'est d'abord de faire mariner le poulet. Ce qui est important pour éliminer aussi un peu le sel, c'est de lui donner du goût. Donc, quand on fait mariner la viande, elle prend plein de saveurs. Donc ici, j'ai fait mariner... Ça sent bon déjà. Du persil, de l'huile d'olive, de l'ail, on peut mettre toutes sortes de choses. Donc, on fait mariner ça la veille idéalement, comme ça se gorge un petit peu de saveur de toutes ces herbes. Ensuite, on va ajouter à ça des épices massalées, on va y mettre un peu de gingembre, un petit peu de piment doux, histoire de relever un petit peu tout ça. On va faire notre panure avec un petit peu de farine, avec des œufs, on va tremper dans les différentes bases, et on va accompagner effectivement d'igname. Donc voilà, désormais, je saurais reconnaître un igname d'une patate douce. Avoue que ça ressemble quand même à un peu quand même. On regarde rapidement comme ça. Mais il y aura également de la patate douce en accompagnement. Donc là, j'avais mis surtout celui-ci là pour pouvoir aussi un petit peu vous le montrer et en parler. Et il y aura donc un petit duo là en accompagnant pour équilibrer. Donc si on prend de la friture, l'intérêt après c'est d'équilibrer ça. Donc plutôt accompagner avec quelque chose soit qui contient des fibres, ou juste des légumes ou un petit peu de salade. L'idée, c'est d'équilibrer un petit peu et de pas forcément accompagner de friture. Et donc, il y a exactement un ingrédient mystère. Parce que ça s'appelle poulet croustillant. Donc, on attend à ce que ça croque. Là-dedans, ça croustille. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'utiliser une céréale que certaines personnes consomment très tôt le matin. Ça fournit de l'énergie. Des cornflakes. Exactement. Ah bon? Mais oui. J'étais sûre d'être complètement à côté de la plaque. Et oui. Donc, du coup, effectivement, c'est pareil. Les cornflakes, alors, on dit que c'est pas très bon, ça tient pas longtemps au corps. Et on peut les utiliser en cuisine avec du poulet. C'est une manière de faire manger des céréales différemment. Super idée. En conciliant l'équilibre alimentaire. Eh bien, je vous laisse attaquer, Joanne, et nous, on part en congé paternité juste après ça. En 2017, 767 000 nouveau-nés ont vu le jour en France. Pour accueillir leur bébé, 16 semaines de congé maternité sont accordées aux mères, dont 8 obligatoires. Depuis 2002, en plus des 3 jours accordés par l'entreprise, les pères disposent, eux, de 11 jours de congé paternité.
une durée qui mériterait d'être allongée, selon 64% des moins de 35 ans. En septembre, l'Inspection générale des affaires sociales a proposé de porter ce congé paternité à 3, voire 4 semaines. Ce qui va dans le sens de plusieurs pétitions qui réclament une parentalité plus égalitaire. Cela permettrait en effet une construction durable du lien père-enfant, un meilleur partage des tâches domestiques et parentales et plus d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pourtant, seuls 7 pères sur 10 prennent ce congé paternité. Alors, à quoi sert le congé paternité? Pourquoi l'allonger? On en parle tout de suite avec nos invités sur le plateau d'Eltom. Et on en parle avec des invités mobilisés pour faire bouger les lignes ou rattraper le temps perdu. Olga Trosianski, bonjour. Vous êtes présidente du laboratoire de l'égalité. Et beaucoup de pères et de mères peuvent vous dire merci parce que vous avez fait partie de l'équipe qui a instauré en 2002 le congé paternité autour de Ségolène Royal alors qu'elle était ministre déléguée à la famille et à l'enfance. Gilles Wakil-Labaume, bienvenue. Vous êtes à l'origine formateur en pharmacie. Vous avez 3 enfants. Et vous êtes fondateur et gérant de l'atelier du futur papa qui, comme son nom l'indique, forme des futurs papas. Des ateliers qui existent à Paris, Bordeaux, Lyon et à La Réunion également. Thierry Payette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des associations réunionnaises de l'Île-de-France. Vous avez 3 enfants. Vous avez beaucoup délégué à votre femme quand ils étaient bébés. Aujourd'hui, vous essayez de rattraper le temps perdu. Vous nous raconterez justement votre cheminement. Mais d'abord, Andy, on a donc interrogé nos téléspectateurs à propos du congé paternité. Et oui, on vous a interrogé et on vous a posé cette question. Vous avez utilisé votre congé de paternité pour quoi faire? Et sur les 4 réponses, vous nous avez répondu à 52%, soulager la maman. Bien vu. 28%, créer les premiers liens. 12%, finir la chambre de bébé. Et 8%, recevoir famille et amis. Oui, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas très organisés, finir la chambre de bébé. On a le temps de se préparer logiquement, on sait à peu près quand ça va arriver. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres, Thierry? Alors, je suis d'accord avec ces chiffres-là. Et puis, bon, il y a 2 qui m'intéressent. Je ne vois pas sans lunettes, mais bon... Finir la chambre de bébé, 12%, recevoir famille et amis, non, 8%. C'était soulager, soulager mon épouse dans les tâches quotidiennes à l'époque. Oui, ce qui est quand même primordial. Après faire la fiesta, on peut. Mais... Non, pas forcément. On n'a pas le temps de faire siesta quand on a un bébé à charge. On oublie de se réveiller la nuit, le jour. Voilà, c'est dommage qu'à l'époque, on n'avait pas tout cet accompagnement-là, quoi. Voilà. Olga Trosianski. Oui, moi ça me fait sourire parce que soulager la maman, ça sous-entend que le père est là pour aider sa femme. Donc c'est biaisé. Donc, la formule est déjà biaisée. Donc soulager la maman, pour moi, c'est effectivement se mettre dans cette logique-là que le père aide la mère. Et au laboratoire de l'égalité, on est pour une parentalité partagée et donc des responsabilités partagées. Et donc, on comprend. Remplacer la maman, peut-être. C'est pas remplacer. Non plus. C'est pas remplacer. Les hommes et les femmes ont leur part de responsabilité dans la construction, dans la création, et ensuite, effectivement, dans tous les moments depuis la naissance pour élever leurs enfants. Justement, on va revenir sur cette question de la parentalité partagée, mais d'abord, n'oublions pas que dans congé paternité, il y a père. C'est donc important pour la place du père, ce congé paternité? C'est primordial. Beaucoup de pères, depuis de nombreuses années, disent qu'effectivement, ils sont au travail et que tous ces instants de démarrage, quand un bébé est né, ils ne sont pas présents. Et beaucoup... Et un certain nombre le regrettent. Donc c'est la relation entre le père et son enfant, ses enfants, et c'est des moments très privilégiés, très précieux du tout début de la naissance. Thierry, vous avez 2 grands-enfants qui ont 30 et 20 ans maintenant, et puis un 3e garçon qui a 11 ans. Quand ils sont nés, le congé paternité n'existait pas. Et est-ce qu'avec le recul, ça vous a manqué? Vous le regrettez, comme vous venez de le dire? Je partage entièrement ce que madame vient de dire. C'est un manque. D'ailleurs, aujourd'hui, les enfants, de temps en temps, ils laissent sous-entendre que ce manque est quand ils ont subi, aussi bien moi, dans le partage, ainsi de suite. Voilà, ils reprochent, donc j'essaye de rattraper comme je peux, mais c'est pas évident, quoi. On peut pas rattraper 30 ans ou une période de partage avec l'enfant. C'est vrai que tout reposait sur la femme à l'époque, en fonction des personnes et des convictions qu'on a de partager. Bon, moi j'essayais très peu, mais c'est pas la charge revenait quand même à la femme, qui était très lourde, quoi.
c'est une charge de travail très lourde. En plus de son travail. Oui. Parce que nous, bon, après... Là, on est déjà, effectivement, on voit déjà l'impact en termes d'égalité salariale, etc. Alors, vous avez essayé de faire différemment avec votre garçon de 11 ans. Vous nous raconterez cela. Gilles, vous avez donc fondé il y a 4 ans l'atelier des futurs papas. Alors, au début, j'avoue que j'ai un peu tiqué sur le concept parce que je me suis dit, être papa, ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend, bien sûr. Mais être maman, ça ne s'apprend pas plus, forcément. Alors, l'objectif, c'est pas que les papas qui viennent assister aux sessions deviennent des mamans bis, mais plutôt, j'allais dire, des papas plus. Et donc, voilà, pour, comme ça a été dit précédemment, se connecter au plus tôt et au plus fort donc à cette nouvelle vie, parce que c'est un gage pour l'avenir très important d'être présent, d'être très impliqué dès le départ. Et donc, vous nous donnerez tout à l'heure quelques clés, justement, quelques pistes des exercices que vous faites dans vos ateliers qui sont très concrets. Mais je voulais vous demander, vous avez pris, vous, votre congé paternité? Oui, absolument, bien sûr. Oui, tout à fait. Et ça a été important pour vous? Ça vous a permis d'investir? Je finissais de travailler beaucoup plus tôt. Je partais à 9h, je revenais à 11h, j'exagère pas, mais presque. Et donc, j'étais vraiment enchanté, ravi de pouvoir profiter de ces premiers moments qui sont tellement importants. Parce que c'est vrai qu'entre le fait d'être parent et avant d'être parent, eh bien, il y a un accélérateur du temps qui est formidable, il faut le dire. C'est pour ça qu'après, on peut être rempli de regrets. Et il faut remplir le réservoir des souvenirs et pas le réservoir des regrets. Voilà. C'est joliment dit, joliment dit. Alors, on va partir voir comment ça se passe ailleurs, le congé paternité. On vous propose un petit tour du monde express tout de suite. Le congé paternité, pas tous à la même enseigne. 11 jours en France, un seul en Italie, 5 semaines en Espagne, rien aux États-Unis ou en Allemagne, tous les pères du monde ne bénéficient pas des mêmes droits en matière de congé paternité. Les plus chanceux sont les Finlandais avec 54 jours et mieux encore les Islandais avec 90 jours. Un temps précieux pour la création d'un lien unique entre un père et son enfant dès les premiers jours de la vie du bébé. Saya Anouche, père de 4 enfants en Martinique, se souvient. Alors, je suis papa de 4 enfants, dont des jumelles. Et il est vrai que j'ai vécu ces premiers moments de leur vie de la même manière, comme des grands moments de bonheur. J'étais très content, très fier de pouvoir y participer et en même temps de découvrir ce que peut être un nouveau-né, surtout pour l'aîné. Il est évident que les suivants, l'expérience étant, ça a été un peu plus facile. L'expérience que je peux partager, c'est qu'en fait, quand on se retrouve face à un nouveau-né et qu'on est tout seul, on est obligé de faire ce qu'il y a à faire. Et finalement, on finit par apprendre, un petit peu comme toutes les choses dans la vie. Fin octobre, l'Assemblée nationale a voté un congé paternité supplémentaire en cas d'hospitalisation du nouveau-né. Un premier pas, jugé encore timide par l'opinion publique et certaines associations. Quand on se retrouve face à un nouveau-né et qu'on est tout seul, on est obligé de faire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Olga Trosiansky, ce témoignage de Saya? C'est important, hein? Alors, je voulais préciser que j'ai 3 enfants. C'est la première émission où on ne demande pas à une femme combien elle a d'enfants. Donc, je voulais le préciser, parce que c'est extraordinaire. Donc les mentalités changent, en tout cas sur le plateau d'Eltom. Extraordinaire. Je crois que les femmes apprennent à s'occuper des enfants. Elles l'apprennent parce qu'il y a une relation entre leur mère et les filles, souvent. Il y a les sages-femmes, il y a les médecins, il y a les PMI. Et donc, il y a une concentration, en fait, de sensibilisation, formation, information, qu'on ne voit pas, mais qui existe et qui entoure. Parce qu'effectivement, quand on démarre seul, en tant que mère, c'est compliqué. Et donc, c'est intéressant de voir effectivement que finalement, il y avait ce manque pour un certain nombre d'hommes et qui s'y mettent et qui se posent un certain nombre de questions parce qu'effectivement, être seul avec son bébé à la maison, c'est pas la même chose que d'y être en couple. Parce que le congé paternité, pour moi, il doit permettre à la fois que le bébé, quand il naît, soit avec ses 2 parents, pour qu'il comprenne effectivement qu'il a 2 parents, mais après, privilégier aussi des moments où le père est seul avec son enfant et la mère seule avec son enfant. Parce que c'est là où on se rend compte, effectivement, qu'on met le doigt sur ce qui se passe. Et puis, c'est intéressant que le bébé voit que la relation, c'est pas
maman-bébé. Il n'y a pas le systématique duo maman-enfant qui va continuer. Et avant, il y avait des lieux d'accueil qui s'appelaient maman-bébé. Maintenant, les lieux d'accueil s'appellent parents-bébé. Parce qu'effectivement, les parents sont là à deux pour accueillir leur enfant. Donc la parentalité partagée, hein, c'est bien ce dont vous parlez. Et vos ateliers, Gilles, s'inscrivent complètement dans cette logique. Hein. On a bien vu, les mamans sont entourées pendant leur grossesse, etc. Et les papas, eux, sont un peu tout seuls. Alors qu'est-ce que vous faites pour les aider dans vos ateliers ? Il y a une transmission déjà qui est, j'allais dire, naturelle de la mère vers la fille, qui est moins évidente du père vers son fils déjà, et puis les femmes aussi communiquent beaucoup entre elles, et puis nous on dit bon on va être père, et puis voilà, on n'échange pas trop sur cette thématique, on cherche moins à avoir poser des questions à notre entourage. Qu'est-ce que vous apprenez concrètement aux papas qui viennent dans vos ateliers ? On apprend à booster son capital bienveillance, on va parler d'éducation positive. C'est bon ça. Voilà, toutes les astuces relatives à l'éducation positive pour éviter de s'abîmer au quotidien, parce qu'on a vite fait de rentrer dans une relation avec des frictions, parce qu'on a plein de choses à demander à nos enfants. Alors, pas de 0 à 1 an, mais à partir d'1 an. Donc c'est plus une sorte d'accompagnement en termes de comportement que apprendre à changer une couche. Oui, alors il y a cette partie-là aussi. On apprend en faisant sur ce terrain-là. Tout à fait. Mais il y a aussi les petites astuces qu'on peut donner pour tout ce qui est change, bain, soins, hygiène, donc les exercices pratiques que l'on fait aussi. Et également aussi quelque chose qui est très important, qui est la prévention des risques, parce que il faut savoir que les chiffres sont absolument catastrophiques en France. Et ne serait-ce qu'aussi à La Réunion, puisqu'il y a Serge Lebon aussi qui est à l'île de La Réunion. Absolument, vous avez ouvert un atelier à La Réunion, on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais qu'on comprenne pourquoi, selon vous, il faudrait allonger le congé paternité. Déjà, de quelle durée ? Mais écoutez, nous, on préconise qu'il soit doublé. Globalement, actuellement, il y a 3 jours plus 11 jours, globalement ça fait 2 semaines, donc on préconise que ça soit 4 semaines. Je crois que c'est important à la fois pour ce qui se passe à la maison et à la fois pour ce qui se passe en entreprise. Je crois qu'il faut bien regarder les deux endroits. La loi, elle a permis déjà que les hommes qui voulaient passer ce temps avec leurs enfants puissent le faire dans un cadre de la loi. Ça veut dire la société m'autorise, moi, en tant que père, à rester à la maison avec mon enfant. Alors qu'avant, comme la société n'autorisait pas le père, un certain nombre de pères qui éventuellement le voulaient n'avaient pas ce cadre. Parce que la société disait non. Ça appartient à la mère. Si toi, tu pars en congé paternité, ça veut dire effectivement que globalement, tu n'as pas envie de travailler et tu as envie d'être en congé. Non, c'est autre chose qui se passe. Et par rapport à la maison, c'est aussi prendre le temps et prendre vraiment ce temps à la maison, d'être avec son enfant. Et puis, il y a toutes les conséquences sur l'ensemble de ce qui s'enchaîne, c'est-à-dire la prise en charge des tâches domestiques et parentales, puisque vous savez que c'est encore aujourd'hui 80% de ces tâches domestiques et parentales qui sont prises en charge par les mères. On parle de la charge mentale, et il faut que cette charge domestique et parentale et cette charge mentale soient partagées. On va revenir tout à l'heure avec vous sur le poids de la société et de l'environnement, mais Andy, je crois que vous voulez nous présenter un objet qui peut-être inspirera Gilles dans ses ateliers. Effectivement, je vais vous parler d'un objet qui va en laisser sceptique plus d'un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et il s'agit de ceci. Voilà, alors je vous le montre. Voilà, là tout de suite pour vous c'est une boîte en carton, mais ce n'est pas qu'une boîte en carton, parce qu'effectivement moi quand j'ai vu ça au premier abord je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ça ? On fait dormir le bébé là-dedans ? Oui, le bébé est dans la boîte. Rassurez-moi, on ne met pas le couvercle quand il dort quand même. Oui, mais je m'y suis intéressé de plus près. Et c'est une box qui contient tout le nécessaire pour les premiers mois du bébé. Alors, pour les premiers pas du papa aussi. Alors, avant d'en détailler un peu plus le contenu, Alexis Lemoine, cofondateur de la box, a décidé de nous dire quelques mots. On l'écoute. Bonjour. Alors, mon expérience de jeune papa, pour la 3e fois, c'est que plus on s'investit dans la grossesse et dans la préparation à la naissance, plus il est facile et naturel de s'occuper du bébé dès les premiers jours. Mais pour ça, on a besoin évidemment d'avoir du temps, et donc son congé paternité est indispensable. Il est indispensable parce que ça vous permet de nouer un lien avec le bébé pour tout le reste de ses jours, et aussi parce que vous laissez de l'espace et du temps à la maman pour s'occuper d'elle. Et donc le bonus, c'est que vous récupérez votre couple plus vite.
récupérer son couple plus vite. Hein, c'est très important. C'est un sujet de grande discussion future. Grand sujet. Alors, qu'est-ce que contient cette box? Elle contient énormément de choses. Avant tout, ça devient le berceau de bébé. Ça vous permet de pouvoir avoir le bébé effectivement à portée de main, de pouvoir avoir bébé dans ce carton et de pouvoir se balader. Et ça contient en tout plus de 18 accessoires. Donc vous avez une gigoteuse, vous avez des bodys, vous avez des pyjamas, vous avez des bonnets, vous avez une brosse à cheveux, vous avez des ciseaux, tout ce qu'il faut. Bref, tout ce qu'il faut pour s'occuper d'un nouveau-né, des draps, des tissus. Et il faut savoir que tout ça est en coton bio, parce qu'on va se poser des questions. On va se dire oui, mais attendez, alors déjà le carton, mais les tissus, c'est quoi? Bah alors oui, c'est du bio. Alors très important. Parce que maintenant on fait très attention à ça, à toutes les matières qu'on utilise pour les nouveau-nés. Et aussi pour éviter de tomber dans ce cliché du bleu garçon, rose fille. Eh ben on est sur de l'unisexe, on est sur du blanc classique. Et ça, le blanc, c'est très bien. Alors pourquoi je trouve cette box hyper intéressante? Parce qu'effectivement, on peut l'avoir n'importe où dans ses déplacements. Juste, vous allez chez des amis, vous avez besoin, quand vous êtes seul, papa ou maman, d'aller dans le salon, dans la cuisine et d'avoir toujours ce gros barnum à balader. Ben là, vous avez cette fameuse box, le bébé à l'intérieur. Du coup, le bébé rentre avec tout le matos autour, c'est ça? Moi, j'ai un bébé qui n'est pas standard, un bébé classique. Je vous l'avoue. Oui, je l'ai emprunté à ma fille et je peux vous dire qu'elle a fait la tête parce qu'elle ne voulait pas me le lâcher. En tout cas, j'ai réussi à lui subtiliser, elle n'en sera même pas au courant. Vous avez un petit matelas. Regardez, vous avez un petit matelas ici à mémoire de forme qui est extrêmement bien, qui permet à bébé de pouvoir rentrer. Et puis, peu importe la taille du bébé, je pense qu'il rentre. Hein, que ce soit du 3, 4, 5 kilos, le bébé rentre largement dedans. Et puis, c'est hyper robuste. On n'imagine pas, mais vraiment, vous pouvez mettre le bébé dedans. Parce que le carton, on aurait peur de... J'imagine qu'il y a plein d'essais qui ont été faits, des tests. Vous pouvez effectivement balader bébé, voilà. Et voilà, et puis c'est certifié. C'est certifié par rapport aux normes françaises. De ne pas déplacer le carton avec le bébé dedans. Oui, on fait quand même effectivement attention. On fait bien attention. Mais en vrai, c'est quelque chose qui a été certifié et qui mérite quand même le détour et de s'y intéresser parce que pour effectivement ces jeunes papas qui ne savent pas des fois comment faire, il y a tout un kit à l'intérieur qui est très intéressant et qui permet de soulager pas mal de petites problématiques qu'on peut rencontrer. Alors, ce n'est pas tout. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour les futurs papas. Je pense qu'il faut l'embaucher dans vos ateliers. Hein, Gilles. Vous êtes maintenant un pro de l'emmaillotage. Je me suis intéressé à l'emmaillotage. Et oui, c'est comment s'appelle, cet outil ancestral qui existe déjà depuis le 19e siècle. Alors, je me suis entraîné à emmailloter. Comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, il faut savoir que l'emmaillotage, ça permet au bébé de se rapprocher un peu des sensations qu'il avait à l'intérieur du ventre de sa mère. Donc ça se fait déjà depuis très très longtemps et ça revient de plus en plus. Alors je vais vous montrer la petite technique pour emmailloter. Attention, je me suis entraîné. Je suis bluffée. Si toutefois vous sentez que c'est mal fait, n'hésitez pas à me le dire. Alors, vous prenez effectivement un linge carré, d'accord? Sur ce linge carré, vous allez commencer à plier le premier angle. Voilà, jusqu'ici tout est bon. On essaie de laisser l'étiquette vers le bas parce que ça peut, voilà, la pointe en bas et l'étiquette surtout parce que ça peut gratter. Vous venez y déposer votre bébé. Alors, c'est toujours bien d'installer le bébé là-dedans une fois qu'il est en train de dormir. C'est beaucoup plus simple. S'il bouge de partout, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il est en train de dormir, vous l'installez correctement. Vous lui levez le bras, droit ou gauche, à vous de voir. Vous venez replier le premier côté en essayant de prendre au niveau de l'arrière de la tête. Et vous venez mettre ce premier angle sous l'enfant. Vous prenez cette fameuse pointe ici, que vous repliez un petit peu, tout dépend de la taille. Très bien, vous venez rabattre sur l'enfant et là, vous venez, on ramène le deuxième bras, sinon avec un bébé qui est en train de dormir comme ça, un peu compliqué. Et là, vous repliez et là, vous avez concrètement votre enfant qui est emmailloté. Et voilà. Et là, il est posé. Magnifique. Je crois que ça s'applaudit, en effet. Je me suis entraîné, je l'ai fait les yeux fermés. Je l'ai testé sur ma fille de 8 ans avec un plaid un peu plus grand, parce qu'elle voulait que j'emmaillote. Ça a très bien marché. Mais au-delà de ça, au-delà de l'emmaillotage, on a aussi ce qu'on appelle l'écharpe de portage. Mais alors ça, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, alors là, vous pouvez le voir déjà sur ces photos. Il y a même des ateliers pour le portage. Hein. Ah bah ça c'est très bien. C'est très bien, il faut ça. Absolument. J'en ai oublié ceci, effectivement, l'emmaillotage. Vous avez une marque qui a sorti un système d'emmaillotage
plus simplifié. Ça s'ouvre en papillon, vous venez déposer l'enfant et vous repliez, tout est fait et c'est nickel. Donc n'hésitez pas à aller sur le site eltom.fr, vous avez toutes les informations sur le produit. Et vous avez effectivement l'écharpe d'emmaillotage, pardon, parce que je disais l'écharpe d'emmaillotage qui demande une certaine technique. Je me suis aussi entraîné en mettant l'enfant par l'enfant, il y a tout un système de croisement. J'espère qu'on en parlera sur une autre thématique, parce que là j'ai encore besoin d'entraînement. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez, le poids de la société finalement qui a influé sur cet allongement ou pas du congé paternité. Vous, Thierry, c'est vraiment quelque chose que vous avez ressenti. Votre environnement finalement ne vous a pas permis de prendre ce congé paternité et cette place de père? Oui, quand j'écoutais ce que Gilles disait auparavant, c'est vrai que j'aurais bien aimé bénéficier de cet accompagnement par rapport à ce que madame a dit aussi. À l'époque, on ne bénéficiait pas de l'accompagnement des parents ou des conseils des parents. Ça se faisait au niveau des filles, mais pas au niveau des garçons. Donc les garçons de notre génération, on apprenait sur le tas, quoi. Voilà, oui, donc, et puis on laissait... Disons, la femme, notre épouse... si, quand même, moi, j'étais quand même impliqué. Ma femme travaillait de nuit, donc... Non, je parlais des enfants, les hommes en général. Ah oui, bien sûr, en général, oui. Et du coup, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos grands garçons, celui de 30 ans et papa? Donc, est-ce que vous lui avez transmis quelque chose? Est-ce qu'il a pris son congé paternité? Je ne peux pas tout détailler ce que je dis, mais je lui dis, puisque tu me reproches cela, ne fais pas la même erreur que moi. Voilà, je le corrige quand je sens qu'il y a un petit manquement ou un comportement qui m'a reproché par rapport aux enfants. Je dis, fais attention, les enfants, ça grandit vite et puis le regret vient trop tard après. Voilà. Alors, vous avez ouvert un atelier à La Réunion récemment, Gilles. Oui. Est-ce que l'attente est la même? Est-ce que les papas qui viennent sont confrontés aux mêmes problématiques? Oui. Oui. Oui, globalement, oui. Il n'y a pas grand changement entre la métropole et La Réunion. Les attentes sont les mêmes. C'est favoriser une prise de conscience avant tout, avant de démarrer cette nouvelle vie, mettre un pied à l'étrier. Comme on le ferait d'ailleurs quand dans n'importe quelle société, on vous dirait il y a un nouveau process, il y a un nouvel outil, il y a vous irez en formation. Et bien là, pour l'événement qui va faire basculer tout le reste de votre vie, vous pouvez venir vous y préparer dans la joie et la bonne humeur. Je tiens à préciser, c'est pédagogique et aussi convivial. Voilà, donc qui sait peut-être bientôt un atelier en Guadeloupe, la Guadeloupe où nous partons tout de suite écouter Johnny. Il a 2 enfants, il est 100% pour l'allongement du congé paternité. Il nous dit les répercussions durables vraiment que ça a eu dans son foyer et dans sa vie. L'allongement du congé de paternité permettrait de réduire les inégalités entre hommes et femmes et surtout à la maison pour mieux répartir les tâches, mais pour aussi soutenir la maman. Parce que suite à la naissance, les bébés étant très dépendants de nous en parents, il est souvent difficile à la mère de tout faire tout seul. Donc, il est tout à fait normal que le père soit très, très impliqué dans la vie quotidienne de la maison et du bébé. Donc, avoir plus de temps pour le père, c'est avoir plus de temps pour élever son enfant, pour l'éduquer, pour suivre son développement. Et ce qui est mon cas, moi, j'ai fait le choix de réduire mes journées de travail ou mes heures de travail pour m'occuper de mes 2 enfants à la maison. Voilà, est-ce que vous diriez aujourd'hui que le climat est propice à l'allongement du congé paternité? Est-ce que les mentalités changent? Écoutez, je crois que tout le monde commence à comprendre que c'est bon pour le bébé, que c'est bon pour les pères et aussi que ça a des conséquences positives pour les mères. Pour le couple. Voilà, et pour le couple. Pour le couple. On parlait tout à l'heure effectivement de suite, de temps pour le couple. C'est peut-être un autre sujet, mais c'est un sujet aussi important. C'est un autre sujet, effectivement. C'est pour ça que je disais qu'il faudrait une grande discussion spécialement là-dessus. En tout cas, on a bien compris la nécessité de l'allonger. Et une solution pour faire bouger les lignes, c'est l'activisme. Je vous propose de partir à Mayotte. Écoutez à ce sujet Yasmina. Elle a 2 enfants et elle est très mobilisée. Il faut que cet allongement du congé de paternité se fasse et il y a déjà eu pas mal de pétitions qui ont notamment été soutenues et signées par de grandes personnalités. Et je pense qu'il faut vraiment continuer ce lobbying. Il faut vraiment faire pression auprès du gouvernement. Ce lobbying doit continuer parce que ce congé de paternité doit être allongé
on doit se rapprocher de la législation des pays nordiques, qui est quand même assez confortable en la matière et qui permet vraiment aux pères d'être dans une égalité avec les mères, vraiment dans l'instauration de leur lien avec leur nouveau-né. Voilà donc Yasmina mobilisée comme nous, hein, on va occuper l'espace médiatique, on l'a fait en tout cas ce soir sur ce sujet. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Andy, je vous laisse partir en cuisine, rejoindre j'y vais parce que ça sent Johan. vraiment bon là. Nous justement dans un instant on va faire un point sur l'avancée de la recette, ce poulet qui croustille grâce aux cornflakes avec Johan et Andy. Donc on recevra Mélissa Lavaux, c'est donc le programme que nous a concocté Sébastien Thème. Mélissa Lavaux, notre invitée, musicienne formidable. Elle chantera aussi en live sur notre plateau à la fin de l'émission. Matteo Caranta, notre globetrotter préféré, nous emmènera en Afrique du Sud dans le sillage de surfeuses rebelles qui bousculent tous les codes. On retrouvera également Gaël Mallet pour l'Actu Média avec un programme de Polynésie la première qui propose d'apprendre à cuisiner les plantes comestibles oubliées. Et puis bravo à vous, vous faites bouger les choses dans vos territoires et vous nous le faites savoir sur eltom.fr. On vous entendra. Voilà pour l'excellent menu qui vous attend dans la deuxième partie de l'émission. Et à propos de menu, ça avance cette recette, Johan ? Écoutez, ça avance très très bien. Donc je suis en train de faire cuire dans mon bain de friture le poulet. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Regardez, vous avez vu ça? J'ai croqué dedans, mais bon, j'ai pas le droit. L'avantage quand on a un bon poulet qui est bien mariné, c'est qu'on sent les épices. Donc je rappelle, c'est intéressant de laisser mariner la viande pour qu'elle prenne plein de saveurs. Ça permet de consommer surtout moins de sel. Combien de temps à peu près il faut faire mariner du coup? Idéalement, vraiment la veille. C'est vraiment le mieux. Sinon, au moins 1 heure ou 2 heures avant, ça serait vraiment top. Et une autre astuce, je sais pas si vous avez l'habitude de faire des choses un peu panées, c'est que souvent on nous dit alors tremper dans la première assiette, puis tremper dans la deuxième. Et en fait, il y a toujours une partie qui prend jamais rien. Alors moi, ce que je préfère, alors c'est vrai, c'est pas très classe en cuisine, c'est mes petits sachets. Donc on prend des petits sachets complets. Donc ici, on a la farine. Donc Andy, rapidement, 2 petits morceaux. On les met dedans. On va les peser. Ah ok, on les met dedans. Très bien. Et ça, c'est très très bien de faire ça aussi avec les enfants. Ça permet de voir aussi comment on prépare cette recette qu'ils adorent. C'est ça. Non, il ne faut pas appuyer dessus. Oula. Tout de bijoux. Mais non, on secoue comme ça. Ah, on secoue comme ça. Avec un peu de musique. C'est trop bien. Et après, on met dans le sac. Et après, dans le sac. Et après, et ça croustille. C'est magique. Hein. Bon, je vous laisse secouer vos sachets. Moi, je retrouve mes camarades pour la deuxième partie de l'émission. Je ne sais pas si ça va secouer aussi chez vous, mais, ça va mais ce qui est sûr, c'est que vous nous faites toujours voyager en musique, à la télé, sur les planches, sur les vagues. Voilà, c'est Sébastien, Matteo, Gaël, notre bande de choc. Ça va bien? Mais ça va bien. Très bien, ça va très bien, d'autant plus que je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour que j'adore, Mélissa Lavaux. Rejoignez-nous, je vous en prie. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes là grâce à Sébastien, qui a aussi eu un coup de cœur pour vous. Je suis ravi de vous présenter à toutes et à tous Radio Sewell, 3e album de vous, Mélissa Lavaux. Un album qui est en créole, après avoir tangué entre l'anglais et le français dans les albums précédents. Qu'est-ce qui sonne le mieux? Le créole. Ah. Réponse définitive. Oui, je pense que j'ai eu quantité de gens autour de moi qui m'aiment beaucoup et qui n'ont pas envie de me critiquer, qui disent « Mais tu sais, tu chantes mieux en créole que tu chantes en français. » En fait, la priorité pour eux, c'est l'ordre de favoritisme, c'est créole, anglais, français en bas. C'est la langue du cœur un peu, c'est votre langue maternelle, le créole, ça? Oui, c'est la langue maternelle, mais c'est la langue que j'ai entendue en premier. Mais après ça, mes parents ont préféré qu'on parle en français. Bah oui. Et à la maison. Vous avez grandi au Canada, J'ai grandi au Canada anglophone. Donc à Ottawa, c'est pas. C'est normalement, c'est la capitale, donc c'est censé être bilingue. Ouais. Et les francophones parlent anglais, les anglophones parlent pas français. Et bien justement, on va en apprendre un peu plus sur vous, Mélissa, grâce à un portrait qu'on a réalisé. Regardez. Mélissa Lavaux, carnet de bord d'une haïtienne.
Les racines poussent en moi et font la sève de mes chansons, déclarait l'artiste en mars 2018. Pourtant, de ses racines haïtiennes, Mélissa Lavo ne connaît au départ que des bribes de créole prononcées par sa mère. Mais rien n'arrête la chanteuse, ce sera justement dans cette langue qu'elle enregistrera son 3e et nouvel album, Radio Sewell. Un voyage initiatique, imbibé d'influences telles qu'Erykah Badu, Johnny Mitchell, sans oublier Martha Jean-Claude, chanteuse haïtienne. Des influences qui lui ont permis de construire son identité musicale, comme nous le rappelle Anne Passeo, chanteuse. Mélissa, je trouve que c'est une artiste unique, qui a vraiment trouvé son truc, sa manière de jouer la guitare, sa manière de chanter, sa manière d'écrire aussi. Il y a quelque chose de vraiment très à elle dans ce qu'elle fait, et aussi très habité. Elle fait pas les choses à moitié. Quand elle est sur scène, elle donne toutes ses tripes, et elle a cette manière de faire rentrer les gens dans sa musique, et aussi les musiciens avec qui elle est sur scène, que je trouve, moi, assez magique, en fait. Artisane d'une musique folk langoureuse, mélangeant pop et influences caribéennes, la magie de Mélissa Lavo est à retrouver sur la scène de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, à La Réunion, à l'occasion du Festival des Francopholies du 8 au 10 mars prochain. Je crois qu'Anne Passeo a été à 2 doigts de vous faire pleurer, hein, Mélissa Lavo. Non, c'est une bonne amie, et puis on a joué ensemble longtemps. Et puis là, du coup, elle m'a demandé de parler, de dire des beaux mots doux sur son nouvel album. Donc, Bright Shadows, pour faire la pub pour nos amis. C'est bien, vous avez raison. Il y aura d'autres surprises d'ici la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas. Non. Vous allez peut-être finir par pleurer. Peut-être que ça va se faire, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on peut revenir à l'origine de cet album, Mélissa Lavo? Je crois que c'est un voyage en Haïti, sur la terre de vos parents, en 2016. Une terre que vous n'aviez pas revue depuis, ça faisait 20 ans. Oui, ça faisait depuis 1996 que je n'étais pas allée en Haïti. Et j'y suis allée à l'âge de 11 ans, 12 ans pour des vacances. Et en fait, j'y retournais avec mes parents parce que ma mère n'était pas rentrée en Haïti depuis qu'elle était partie en 68. D'accord. Donc, pour eux, c'était en 65 même d'ailleurs. Et pour eux, c'était assez lourd à porter de voir un pays qui est autant changé en 30 ans. Et du coup, la première fois que j'ai vu ma mère pleurer, c'est en descendant de l'avion. Ça l'a frappé assez rapidement. Et en 96, du coup, j'avais pas la chance, j'avais 12 ans, j'avais pas vraiment la chance d'aller dans les bars, de voir la scène musicale. Donc en 2016, étant adulte et ayant de l'argent... Vous êtes bien rattrapée. Moi, je profitais d'aller voir, par exemple, j'ai été voir Ham. J'ai été rencontrer des artistes, j'ai rencontré une prêtresse, une mambo voodoo. J'ai été à la Focale, à la grande bibliothèque d'archives du pays. Et j'ai rencontré ces femmes magiques et magnifiques. Il faut le dire, cette bibliothèque est autogérée par des femmes. Oui. Donc c'est assez formidable. Ben oui. Il y a notamment Elisabeth Pierre-Louis, qui est la directrice, avec qui j'ai pris rendez-vous de Paris et qui m'a accueillie à bras ouverts. C'était une des premières à acheter l'album, c'est la première à en parler. Elle m'a donné les premières partitions que j'ai utilisées pour bosser sur l'album. Pour revenir un peu à ça, donc en gros, c'est un vrai travail de recherche. Vous récupérez quoi? C'était quoi Je récupère des histoires. Des histoires. Moi, je suis auteure, compositrice, interprète, mais je suis aussi une conteuse sur scène. Moi, j'aime raconter des histoires aux gens. Comme Anne disait, j'aime bien faire rentrer les gens dans le public. Donc, moi, j'avais envie d'avoir l'impression des Haïtiens et comment est-ce qu'ils ont vécu cette occupation, avec quel sens de l'humour. Donc, sens de l'humour, je pense à mes parents, à ma grand-mère. Ouais. Mais au niveau de cette occupation, l'expérience, elle est un peu particulière. L'occupation américaine. Et c'est pas l'occupation militaire américaine de 1915 à 1834. C'est quelque chose qui était assez particulier et assez dur à porter pour les Haïtiens, qui était première république noire libre, indépendante depuis 1804. Donc plus de 100 ans, et se retrouver avec les Américains sur le dos, c'est assez lourd. Et du coup, moi j'avais envie de bien porter ce projet, mais d'avoir un projet assez sensible c'est une histoire d'un peuple, pas que des chansons. Et ces chansons, en fait, ce sont les chansons du peuple. Donc c'est un mélange de chansons qui ont été écrites pendant cette occupation, des chansons qui sont traditionnelles qu'on chante en campagne, parce que nous on vient du Nord, on vient de la campagne, pourtant du Cap haïtien. Et c'était aussi des chansons qui ont rapport avec le vaudou, parce que le vaudou, c'est ce qui a permis aux Haïtiens de devenir indépendants, avec la cérémonie du bois du Caïman.
c'est aussi ce qui a permis aux Haïtiens de faire peur aux Américains pendant l'occupation. Donc le vaudou reste hyper important et c'est aussi une manière pour les Américains de réprimer les Haïtiens. Ils ont arrêté des Haïtiens, ils ont incendié des hôtels et tout. Donc, toute cette histoire contenue dans un album, c'est absolument Exactement. fascinant. On va justement écouter un extrait, comme ça on l'a dans les oreilles. Que j'avais écrit pour l'album, parce qu'en fait, ce sont des reprises. Et Jolie Bois, j'avais juste trouvé un peu de texte, en fait. Et c'est un journaliste et un leader nationaliste qui se battait contre les Américains qui étaient sur l'île. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait couler de l'encre sur les Américains, on le jetait en prison. Et puis il sortait et les gens étaient tout contents. Et puis il y avait une sorte de manif pour le célébrer. Et tout d'un coup, en fait, après quelques mois, il ne sortait pas. Et les gens étaient inquiets. Et du coup, les gens commençaient à manifester devant la prison, dire « mettez mon corps à sa place ». Et du coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient assassiné Jolie Bois en prison. Et les gens, ils ont manifesté pendant des jours et des semaines. Et j'avais envie de reprendre un peu l'esprit de cette manif. Dans l'esprit aussi, il y a ces femmes puissantes dont on parlait, Martha Jean-Claude, il y a Emeraude aussi de Pradines. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux figures Eh bien, Emeraude de Pradines et Martha Jean-Claude auraient pu être des concurrentes dans l'histoire de la musique haïtienne, parce que Emeraude de Pradines et Martha, elles ont eu des carrières un peu en même temps, dans les années 30, 40, 50. Et Martha Jean-Claude, elle, étant hyper féministe, elle est plus solidaire, donc elles étaient de grandes amies. Par contre, le père d'Emeraude de Pradines, c'est celui qui a écrit une des chansons phares de l'album, qui est Angelico, qui parle justement de cette jeune femme qui ne sait pas faire à manger, qui ne sait pas tenir une maison, et qui se fait jeter par son mari, qui la répudie, et il demande de rentrer chez sa mère. Et en fait, on ne parle pas du tout d'une jeune femme, on parle des soldats américains, et on leur dit de rentrer chez eux, rentrer chez leur mère, leur patrie, et de quitter l'île. Une manière subtile de résister. Oui. Je vous avais promis une autre surprise. Je propose qu'on l'écoute tout simplement. Non. Et voilà, sans autre Ce forme qu'elle nous évoquait toutes les deux, c'était quelqu'un qui est, sans être du tout prétentieux ou snob, mais une vraie chercheuse. On sent qu'il y a une sorte de soif de savoir et de connaissance. Elle dévore plein de livres. Ouais. Et qu'elle traduit dans sa musique, et que ça soit en anglais, en français, ou quand elle chante en haïtien ou en créole haïtien, on sent qu'il y a cette même façon de vouloir habiter des territoires. Alors, vous êtes contente? Oui. Oh, pleurez pas, on va pleurer, après on va tous pleurer. Non. J'ai juste trouvé des larmes dans les... Voilà, c'était Mina Tindall et Kate Stable. Oui, des amies musiciennes. Oui, elles ont chanté avec moi, c'est mon dernier concert à Paris. Et je les ai rencontrées à Berlin cet été pour un camp d'été. Une colo de vacances pour musiciens. Pour musiciennes ou pour génial, musiciens? ce concept. Pour musiciennes et musiciens. 180 musiciens dans un hôtel et dans la Funk House, la grande radio communiste de Berlin. Et on a fait un énorme festival avec plein de créations, c'est génial. Ça donne envie. On va voir tout à l'heure, justement. On va voir ce que ça donne sur scène. Ce sera en fin d'émission. Oui, vous restez évidemment avec nous, Mélissa. Merci beaucoup, Sébastien. Vous avez des projets, des initiatives, vous engagez. Bravo à vous. Oh, quelle joie de savoir que tu m'aimes tant. Je vous donne rendez-vous le samedi 22 décembre à 20h au Parc Floral Aimé Césaire. Avec tous mes musiciens, nous vous attendons pour un moment inoubliable. Vous aurez l'occasion de découvrir mon nouvel album Un si grand amour. Nous organisons le 12e salon des créateurs de l'art chez Noubel. Ce salon permet de faire connaître les artistes dans toutes les disciplines de l'art. Le samedi 8 décembre 2018, de 10h à 23h, sur l'esplanade du port de Basse-Terre en Guadeloupe. J'ai lancé dernièrement le concept La Brocante des enfants, un vide-placard géant autour du monde de l'enfance, donc organisé par et pour les enfants. C'est-à-dire que les stands en fait sont tenus par les enfants. Je vous donne rendez-vous pour l'édition numéro 2,
de la brocante des enfants qui aura lieu à la Villa Eiffel le dimanche 9 décembre de 8h à 13h. À très bientôt. À très bientôt. Voilà encore un beau programme pour ce week-end. Alors si vous suivez ou faites bouger les choses près de chez vous, vous nous le faites savoir. Vous nous dites tout en postant vos vidéos sur eltom.fr. Canada, Haïti, Berlin. Je sais que vous aimez les voyages, Mélissa Lavo. Eh bien, vous allez être servi par Mathéo, notre globe-trotter préféré, qui nous emmène en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud, avec un seul nom de code ce soir, Surfeuse et Rebelle. C'est le titre de Chicks on Boards, des nanas sur des planches, une série documentaire diffusée jusqu'au 7 décembre chez nos amis d'Arte. Alors qu'est-ce que ça raconte, Surfeuse et Rebelle? Eh bien, vous l'aurez compris, ça raconte des histoires de jeunes femmes, des super nanas, pas forcément jeunes d'ailleurs, qui surfent envers et contre tout à travers le monde, malgré leur sexe, leur âge, leur couleur de peau ou leur religion. Dorte Eichelberg, la réalisatrice du documentaire, nous dit un mot sur l'origine de ce projet original. On l'écoute. J'ai découvert le surf grâce à l'émission scientifique que je présentais sur Arte, appelée Xinus, et j'étais souvent amenée à traiter des sujets sur les vagues. J'ai donc dû surfer sur ma première vague au nom de la science. De cette façon, j'ai développé une passion pour le surf. Autour de moi, il n'y avait que des hommes et des sociétés où le surf n'est pas totalement implanté. Tout ça, ça m'a donné l'idée d'en faire un film pour en parler. Car selon moi, le surf est une liberté pour toutes les femmes que j'ai rencontrées. Et donc, parmi les femmes que Dorte a rencontrées, il y a Sutu Makiwane. Oui, Sutu Makiwane est sud-africaine. Elle vit à Durban, le plus grand port d'Afrique du Sud sur l'océan Indien, ville où il y a une importante communauté réunionnaise, universitaire notamment. Et Sutu a une grande passion, c'est le surf. Elle est la première femme noire d'Afrique du Sud à pratiquer ce sport. Petite illustration en image, regardez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objet de cette série documentaire, c'est qu'il n'est pas évident pour Sutu de faire du surf. D'abord parce que c'est une femme noire et que le surf en Afrique du Sud est plutôt réservé aux hommes blancs. C'est quand même incroyable. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, les femmes noires ne peuvent pas faire du surf. Ce que me racontait Sutu, c'est que dans des villes comme Durban, qui sont à plus de 80% noirs, avec des fortes communautés zoulou et indiennes également, en réalité, il y a toujours un vrai racisme organisé dans la ville. Vraiment, en fait, l'Afrique du Sud, on n'est pas du tout encore dans l'idéal de la ville, disons, multiculturelle et multiraciale. En tout cas, c'est pas facile de ce point de vue-là, mais c'est aussi pas facile parce que ça peut être vu comme une provocation par sa propre communauté. Regardez, elle nous en dit un mot, on l'écoute. Pour les femmes et les hommes noirs de ce pays, c'est vraiment inhabituel de surfer. Même si vous nagez et que vous êtes noir, c'est toujours insolite. C'est quelque chose qui intéresse les gens. J'ai toujours reçu des regards curieux, on me fixait. Les gens venaient vers moi et me posaient des questions. Tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? La raison pour laquelle je dis que surfer est inhabituel, c'est parce que dans nos traditions africaines, les gens utilisent l'océan pour atteindre un certain niveau de spiritualité ou pour se débarrasser des esprits. Bah oui, dans le syncrétisme entre le christianisme et les religions dont elle parle, en l'occurrence Zoulou, l'océan est une source de spiritualité, donc il n'est pas forcément évident de se mettre à l'eau. Et en fonction des profils de ce documentaire, les difficultés rencontrées par les chicks on boards, parfois c'est l'âge qui est critiqué, voilà, c'est variant, parfois c'est le fait de porter des vêtements moulants, qui moulent un peu trop le corps de la femme et qui du coup posent problème. En tout cas, il faut du courage à cette chicks on boards pour surfer et Sutu, elle en a beaucoup. Sutu est homosexuelle et elle prend un risque énorme parce qu'elle se rend visible en faisant du surf dans un pays où quand même 25% des femmes homosexuelles auraient subi
des relations sexuelles forcées, ce qu'on appelle des viols correctifs, qui sont faits dans l'idée complètement folle et tarée de vouloir remettre ces femmes sur le droit chemin de l'hétérosexualité. Donc c'est un pays qui est extrêmement violent pour une femme comme Soutou, et donc vraiment elle prend son courage et sa planche à deux bras pour pouvoir se mettre à l'eau. Là encore du coup, le surf est un moyen d'émancipation. Soutou nous en redit un mot, on l'écoute. Le surf, pour moi, c'est un outil pour s'émanciper. C'est un sport où les gens sont libres de s'exprimer. Il fait partie de nous. C'est un style de vie. C'est un endroit où on peut se libérer et être soi-même. Ça peut s'utiliser comme un outil d'émancipation pour plein d'autres choses. J'ai vu des gens dans les rues s'engager dans le surf et leur vie ont changé après ça. Alors je pense vraiment que ça peut nous libérer sur un plan mental, physique et spirituel. C'est plus qu'un sport pour moi. Ça vous parle, vous, le sport ou le surf en l'occurrence, comme moyen d'émancipation féminine? Après ça, moi, je suis très mauvaise en sport. Mais par contre, en termes d'émancipation féminine, c'est fou comme toutes les planches, que ce soit de la snow, que ce soit du skateboard ou du surf, les femmes rencontrent constamment des barrières, des obstacles. On leur dit, par exemple, je viens de regarder Skate Kitchen qui se passe à New York, et on dit, c'est sur un clan de filles qui font du skate, et on leur dit, ah non, il ne faut pas skater ici, on leur pique leur board. C'est difficile d'apprendre. C'est encore garçon. Oui, il y a encore du chemin, puis j'imagine que sur les planches de scène des concerts ou du théâtre, c'est pas forcément évident non plus. En tout cas, je le rappelle, l'histoire de Soutou, mais aussi de Saba en Palestine, de la septuagénaire Gwyn Haslock en Angleterre ou de Anisha en Inde seront diffusées sur Arte jusqu'au 7 décembre. Merci beaucoup Mathéo pour ce très beau portrait d'une femme combattante, debout et pas que sur sa planche. Je rappelle évidemment que vous pouvez retrouver toutes les plus belles images d'Eltom sur notre compte Insta, Eltom officiel. Tout se passe bien en cuisine, Johan, Andy? Très très bien, on est sur de la déco, tranquille, c'est du ludique. Oui, on va bientôt pouvoir croquer ce poulet qui croustille. Bah écoutez, oui, j'espère bien. En tout cas, ça sent hyper bon, c'est coloré. Ça sent d'ici, en effet. Donc, on espère vous régaler. Ça ouvre l'appétit. On va continuer à voyager avec vous, Gaëlle. Ouais, Mélissa, on fait le tour du monde ensemble ce soir. Cette fois, on parle en Polynésie. Et oui, on part en Polynésie. On continue aussi à rester un petit peu en cuisine. Je vais vous présenter une émission culinaire, éducative. Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous aimez cuisiner, Mélissa? Je cuisine énormément. C'était quoi, un cookie chocolat J'ai fait vegan? Un cookie chocolat noir, rhum, vanille haïtienne vegan. Dis-donc, vous nous donnerez la recette et Johan testera. Je l'ai gardé pour moi. Je pars en vacances, je pourrais pas. Mais c'est vegan. Eh ben, mon émission va vous intéresser parce que c'est une émission qui a pour titre Les plantes comestibles du Pacifique. C'est un programme donc, qui est diffusé sur Polynésie la première avec un concept très simple. On écoute l'animatrice phare de cette émission, Pauline, à ce sujet. Yorana à tous les témoins d'outre-mer, je m'appelle Pauline et je suis l'animatrice de l'émission télévisée sur les plantes vertes comestibles du Pacifique. Dans notre programme, on met à l'honneur toutes les plantes comestibles et oubliées qu'on peut retrouver par exemple en Polynésie française, au Vanuatu, à Fidji ou même en Nouvelle-Calédonie. On vous aide à les repérer, on vous aide à les reconnaître et ensuite on vous apprend à les cuisiner. J'espère que vous allez aimer. Nana à tous les témoins d'outre-mer et grosse bise ensoleillée à tous. Nana Pauline depuis Paris, ça fait un peu moins rêver bien évidemment. Donc, donc voilà, vous avez compris. Donc elle apprend donc aux téléspectateurs Pauline donc à repérer les plantes comestibles du Pacifique et aussi les apprendre à cuisiner parce que ce qu'il faut préciser c'est que dans les territoires océaniens donc ils disposent d'une myriade de variétés de plantes comestibles qui sont peu connues donc par ses habitants, notamment les jeunes générations, mais par manque donc de connaissances et de transmission, les jeunes générations justement ces plantes sont bien souvent arrachées et donc totalement oubliées malheureusement. Heureusement qu'il reste quelques gardiens de cette tradition. Et oui, et notamment Pauline, puisqu'elle est animatrice donc, de cette émission, mais elle est surtout consultante en développement durable et elle œuvre au quotidien à protéger sa Polynésie natale. Et dans ce programme, elle échange avec des Polynésiens, des Polynésiennes, détenteurs de connaissances ancestrales sur la préservation de ces plantes comestibles du Pacifique. Sur ces images, on peut voir notamment, on découvre là la fleur du bananier, encore appelée par exemple dans l'océan Indien, moi je le connais sous le nom de babafi, qui se cuisine à toutes les sauces et c'est délicieux, il faut le savoir. Je vous propose donc de regarder un extrait de l'émission avec les explications de Pauline sur des plantes vertes comestibles en Polynésie.
Le m'apape, ou Commelina bengalensis de son nom latin, est une plante connue pour être une mauvaise herbe. Mais saviez-vous que cette mauvaise herbe pourrait très bien se retrouver dans votre assiette ? C'est une plante robuste qui supporte très bien la sécheresse, raison pour laquelle on la retrouve un peu partout, en lisière des forêts, en bord de route, sur les champs et les terrains vagues, et comme ici, dans un jardin familial. Pour la préparer chez vous, choisissez les jeunes feuilles et les jeunes tiges qui sont les plus tendres, car si vous les choisissez un petit peu trop mûres, elles risquent d'être trop acides ou trop amères. Alors, une mauvaise herbe dans votre assiette, ça vous tente ? Kirahu, à toi de jouer. Et Mathéo, visiblement, a très envie d'aller cuisiner en Polynésie avec Pauline. Il est passionné par les plantes. Absolument. Et par la cuisine, donc, et voilà. alors, ce programme qui se limite pas à la Polynésie et qui met à l'honneur aussi les autres îles, d'autres îles dans l'Océanie. Absolument, notamment les traditions donc, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, encore du Vanuatu sont également mises en lumière, hein, comme avec notamment la présentation d'un arbre ô combien apprécié du côté du Vanuatu. Regardez. Breadfruit is very important to the people of Vanuatu because you can use it in many ways. You can eat the fruit, you can also eat the young leaves, and also the trunk of the tree can be used as cupping. The leaf is edible. You can find the light green and soft young tops for you to harvest to prepare in one of your dishes. So in Vanuatu, we use the young tops to wrap fish and pack in the ground oven, or we can also do other preparations such as cooking in coconut milk with other types of protein. Donc là, on a vraiment un exemple concret avec l'arbre à pain. Tout est bon dans l'arbre à pain. Donc on a le fruit donc, de l'arbre à pain, mais aussi les feuilles qui sont comestibles et très appréciées donc, des Vanuatais et utilisées dans la cuisine vanuataise. On a plusieurs chefs, hein, comme ici Roline, donc, qui nous l'avait expliqué, donc, qui utilisent, qui à chaque numéro nous donnent leurs petits conseils, leurs recettes à base de plantes comestibles. Donc après son explication de l'arbre à pain, Roline, elle, a proposé bien évidemment une recette traditionnelle avec à base de feuilles d'arbre à pain. Donc là, ce sont des arbres de arbre à pain ajoutés avec du pain et au lait de coco. Je vais y arriver. Et donc pour découvrir donc de nouvelles plantes comestibles et surtout impressionner vos convives avec des recettes plus originales les unes que les autres, n'hésitez pas donc à aller jeter un petit coup d'œil du côté du site La Première pour découvrir cette émission ou encore sur le site Polynésie La Première. Merci Gaëlle. Joanne n'a pas perdu une miette de ce que vous disiez. Disons, ça va vous donner des idées pour la suite. Hein. Je pense que je vais l'appeler demain et je veux qu'elle m'envoie des feuilles. En attendant, c'est prêt, ce poulet qui croustille? Oui, il est archi méga prêt, croustillant. Il vous attend bien comme il faut avec cette petite sauce. Ça va être dur de vous attendre. Si, on arrive, vous inquiétez pas. Mélissa Lavo, merci beaucoup. On va vous laisser vous installer pour le live, ce moment qu'on attend tous avec impatience depuis le début de l'émission. Un mot sur le titre, Sébastien. Déjà, votre album s'appelle Radio Sewell. Allez-y, Mélissa, allez-y. Oui. Vous serez en concert le 7 décembre à Agen, le 8 décembre à Nîmes. Et ce soir, vous nous interprétez Cousin. Voilà, et nous, on va aller en cuisine déguster la recette. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On va parler de transidentité, je vais y arriver, et de transgenre. Merci à tous. Mélissa, c'est à vous quand vous voulez. On plug la guitare. Parfait. Et c'est parti. Ouais.